de donner la parole à celles qui sont au cœur en fait du projet RAMU, du musée de Puy. Delphine Rivier, qui est directrice du musée de Puy, et Stéphanie Lugon, conservatrice du projet muséal de la Muette, pour nous mettre tout de suite dans le bain. Alors on y est, on démarre cette matinée avec la présentation du cas d'étude des musées de Puy qui s'insère donc dans ce projet de transformation globale Museum Extended de la société Concilio. Nous avons eu 9 mois au musée de Puy pour effectuer une recherche appliquée sur le développement de dispositifs numériques au sein de notre institution avec la précieuse et étroite collaboration de la HEIGVD. Et ma présentation aujourd'hui, c'est un retour d'expérience de ce travail. L'objectif ici, c'est surtout de vous proposer une sorte de canevas de développement de projets numériques, un processus, on va dire, qu'on a élaboré à partir des enseignements tirés de ces quelques mois de recherche. Quelques mots tout d'abord sur la situation de départ. Alors évidemment, le Covid, on en a parlé hier, qui a engendré tout plein de réflexions, qui a accéléré aussi plein de choses au sein d'institutions culturelles dans leur transformation, leur transition numérique. Mais appuyé, on a un autre facteur clé de départ, c'est l'ouverture l'année prochaine d'un espace consacré à Ramu et à la littérature, dénommé La Muette, comme la maison dans laquelle il se situe. Et donc on a profité de tout le travail de définition et de mise en place du plan scientifique et culturel pour se poser les questions autour du numérique déjà en amont. Donc c'est la combinaison de ces deux facteurs qui sont à l'origine de ce cas d'étude. Tout d'abord, je vais vous parler juste rapidement des résultats, enfin des deux dispositifs, des deux projets qu'on a élaborés. Donc c'est la fin. Je vous parlerai du début après. Tout d'abord, le smartphone de Ramu, sur une idée conçue par les étudiants de la HEIGVD lors d'une semaine de hackathon au mois de mars. Alors, je ne vais pas vous faire la démonstration, il est encore en cours de développement, mais pour vous donner une idée, donc c'est une interface, une web app qu'on a accès via notre écran, soit de smartphone, soit d'ordinateur. Et puis, on se retrouve plongé dans le smartphone de Ramu avec tout un tas d'applications qui ont été remplies de contenu, comme par exemple ses notes, où on reprend les notes qu'il a écrites pour ses manuscrits, ses emails, qui sont en fait la retranscription des lettres qu'il a envoyées. Il a un compte Instagram aussi, enfin un faux compte Instagram, avec ses images plutôt publiques, avec ses collègues des Cahiers Vaudois, avec les annonces de publication de ses livres, et puis aussi ses photos de famille dans la partie photo. Voilà, donc ça vous donne une idée du projet. Le deuxième projet qu'on a développé, on l'a intitulé Ramu et moi, et on a souhaité un dispositif participatif dans l'optique de recueillir la dimension vivante du patrimoine, de la littérature, donc à travers une histoire orale, la mémoire personnelle, à travers la récolte de témoignages. Là, on n'a pas encore d'objet spécifique à vous présenter. Donc vous voyez que ces deux concepts s'attachent vraiment à la question des synergies et des liens entre l'institution et les publics. Donc on a choisi un axe de médiation pour nos projets numériques. Ça peut bien évidemment être à d'autres niveaux de l'institution. Mais alors, comment tout ça a commencé principalement par des questions. La première difficulté qu'on a rencontrée, c'est qu'il n'y a en fait pas de méthodologie, en tout cas aucune qui nous convienne, dans laquelle on se retrouve ou qui fait appel à des éléments qui font sens pour nous. Donc on était un peu paumés. En plus, on n'a vraiment pas beaucoup de compétences ni d'expérience. On a plein d'idées qui sont en fait au final pas monstres innovantes, hein, il faut quand même le dire, parce qu'on sait que ce qu'on sait, donc forcément, voilà. Donc on y est allé vraiment par tâtonnement, par intuition, en essayant des choses, en se trompant, en revenant en arrière, en prenant le temps aussi de réfléchir à ce qui est en train de se passer. Et petit à petit, une espèce d'ossature de projets en 8 phases a été développée, qui permet en fait de structurer le développement. Donc moi je vais passer très rapidement à travers ces phases. Les présentations seront en ligne ensuite sur la plateforme Museum Extended si ça vous intéresse de les avoir, mais ouais, je vais me concentrer juste sur les points principaux. Tout d'abord, l'intention initiale, la première phase qui se situe au niveau de la direction et de le ou la chef de projet. Établir l'intention fondamentale, donc le pourquoi derrière le projet, en alignement avec le plan scientifique et culturel, et définir des éléments clés irréductibles, on va dire, du projet numérique.
Par exemple, pour le smartphone, nos éléments clés, c'était d'avoir un lien très fort entre le passé et le présent, d'avoir une mise en valeur des documents et des archives liés à RAMU, surtout de la correspondance, et puis aussi que l'outil soit compréhensible en quelques secondes. Donc ça, c'était vraiment... Alors après, pour le brief, on avait plein d'autres choses, parce que bien évidemment, c'est facile de faire rétrospectivement ce qu'on voulait, enfin c'est assez flou, mais ça faisait vraiment partie des éléments principaux de l'ADN du projet. Ensuite, dans un deuxième temps, il faut définir le brief qui sera donné aux agences d'ingénierie des médias. Et là, tout de suite, ce qu'on vous conseille, c'est de travailler en intelligence collective, de réunir les compétences métiers qui seront nécessaires pour le développement du projet selon la nature du projet. Ça a été mentionné hier à plusieurs reprises aussi que les ingénieurs ou les prestataires médias soient intégrés le plus en amont possible dans le développement des projets. Alors oui, mais aussi d'autres compétences métiers à ce moment-là déjà. Comme par exemple, si un élément clé, c'est d'être à destination des classes, il faut un ou une enseignante. Il faut réfléchir à avoir des médiatrices, des médiateurs, inclusion, peut-être éventuellement des responsables de communication, si c'est un projet qui se reposera ensuite sur du marketing principalement. Donc voilà, en fait, de travailler en intelligence collective dès cet instant-là, c'est vraiment fondamental. Nous, on ne l'a pas fait, par exemple. Du coup, nous, on a fait la définition de notre brief de notre côté, et puis ensuite, on l'a challengé auprès de confrères et de consoeurs et auprès d'experts numériques. Alors finalement, on a quand même abouti à quelque chose et ça a fonctionné, mais en fait, ça a pris beaucoup plus de temps que si on avait fonctionné dès le départ en intelligence collective. Les phases itératives ont été prolongées à cause de ça. Donc voilà, équipe transdisciplinaire dès le départ, dès la phase 2. Ensuite, la remise du brief. Là, on s'est rendu compte aussi qu'il fallait prendre beaucoup de temps avec les agences. Alors, effectivement, pour répondre aux questions, ça de toute manière, mais aussi pour redéfinir les enjeux, pour reformuler éventuellement, pour s'accorder sur les termes qui sont utilisés, pour vraiment réactualiser en fait le brief avec l'agence directement et pour lâcher des choses. Et c'est pour ça que la phase 1, elle est hyper importante. Si on connaît nos éléments clés irréductibles, on est beaucoup plus flexible sur tout le reste. On est plus facilement emmené sur des territoires qu'on ne connaît pas sans pour autant avoir la sensation de perdre la maîtrise des objectifs du projet. Donc voilà. Ensuite, c'est le moment où l'agence remet le concept auprès de l'équipe de projet. Il y a éventuellement du recalibrage à faire à ce moment-là. La phase 5, qui nous paraît essentielle aussi, c'est la notion de mise en œuvre de médiation. On n'envisage pas des projets numériques sans leur articulation physique. De nouveau, pour le smartphone, en fait, il sera utilisé en classe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Comment les enseignants s'en emparent? Comment les étudiants, les élèves s'en emparent? Quelles sont les activités qu'on peut faire avec ça? Quel est le protocole ou les possibilités que cet outil offre vraiment concrètement dans les classes? Donc il y a tout un travail de mise en œuvre à faire et pour nous ça fait vraiment partie du développement du projet numérique en soi. En phase 6, c'est simplement la production technique, enfin je dis simplement, on s'entend, mais voilà, c'est la production de l'outil. Phase 7, c'est le contenu, donc de récolter le contenu. Alors j'ai écrit récolter, mais j'aurais dû mettre sélectionner. Dans le cas de RAMU, la récolte a déjà été faite. On était très consciente des documents qui étaient disponibles pour réaliser un dispositif numérique. Donc maintenant, il nous faut les sélectionner. Mais s'il faut récolter des contenus, c'est encore une autre histoire, une autre phase de projet. Et puis finalement, d'une fois qu'on a l'outil, qu'on a notre protocole de mise en œuvre, qu'il est rempli de contenu, eh bien, on peut l'insérer dans l'institution, notamment en formant les équipes. Voilà. Donc pour les 2 projets qu'on a fait, le smartphone de RAMU, on en est plus ou moins là. Et puis, vous allez avoir tout à l'heure une présentation de M. Menghini qui s'est occupé de la phase 5, donc de la mise en œuvre de l'application médiation, qui vous présentera son travail. Et puis, pour le dispositif participatif RAMU et moi, on en est là, et vous aurez la présentation de 2 agences, tout à l'heure, Computed by et Transverse, qui vous feront la présentation des concepts auxquels ils ont abouti après leur travail de recherche. Très rapidement, les difficultés rencontrées, elles sont au nombre de 3 principalement.
déjà la logique des phases, parce que là c'est tout beau, ça va à la suite, c'est dans un bon ordre, c'est tout joli. Donc, nous déjà on a travaillé en parallèle pour des raisons de temps à disposition, mais de manière générale, selon la nature du projet, les phases elles peuvent changer. Comme je disais tout à l'heure, le contenu, si on ne l'a pas récolté, si on ne sait pas de quoi il s'agit, on est obligé de le mettre en amont. La même chose pour la médiation, si c'est vraiment un projet qui est nécessaire pour la médiation, peut-être que cette phase de mise en œuvre, elle vient avant parce qu'elle peut influencer le concept. Donc ça, c'est vraiment une grosse difficulté de savoir qu'est-ce qu'il faut placer avant quoi, et c'est pour ça qu'on pense que l'équipe transdisciplinaire, dès le début, ça peut permettre de résoudre ça. Ensuite, il y a l'évaluation des ressources, bien évidemment, parce qu'au moment où on s'est rendu compte qu'on n'avait pas de méthodologie pour faire ça, on s'est rendu compte qu'on ne savait pas combien ça coûtait non plus, et qu'on ne savait pas évaluer le temps nécessaire à l'interne pour établir ce genre de projet. Pour vous donner une idée sur... Donc vous avez vu l'évolution, enfin le stade auquel on en est pour ces deux projets. Ça nous a demandé 60 000 francs pour les agences et les consultants, 30% de ressources internes au musée au musée de Puy pendant 9 mois, plusieurs centaines d'heures de la HEIGVD pour déjà la conception de l'idée avec les étudiants pendant toute une semaine, c'était une équipe de 5, et puis ensuite le développement technique de la part de l'Institut d'ingénierie des médias. Et puis des sollicitations répétées auprès d'experts variés, que ce soit nos confrères et consoeurs en muséo ou des experts du numérique. Donc ça demande vraiment beaucoup, beaucoup de ressources pour deux projets qui ne sont aujourd'hui pas aboutis. Alors ce n'était pas le but, mais voilà, ça vous donne une idée en fait de ce qu'il faut réunir comme ressources. Et puis finalement, il y a la question du langage commun et de la compréhension des enjeux qui peut être assez compliquée. Déjà, entre nous, de musée à musée, dans les champs de muséologie, on n'est pas forcément très d'accord sur ce que signifie vraiment concrètement médiation, participatif, interaction, co-construction. Voilà, on a chacun un peu nos définitions de ça. Donc en plus, on doit partager ces termes-là avec d'autres métiers qui ont leur propre interprétation des termes comme interactif. Forcément, ça peut poser des problèmes. Donc la difficulté, c'est de trouver des prestataires et des personnes clés qui arrivent à faire cette traduction entre notre monde et le monde du numérique. Et ça, on doit dire qu'à la HEIJ, on a eu beaucoup de compétences en termes de traduction, donc ça a aussi facilité pas mal de choses. Et puis rapidement, avant de passer la parole à Delphine, il y a des points qui ont été mentionnés hier et qu'on n'a pas eu le temps, enfin que j'ai pas le temps d'aborder aujourd'hui, ou que nous-mêmes on n'a pas eu le temps de développer ou sur lesquels travailler pendant les mois de recherche, mais qui sont importants à garder en tête quand on développe un projet numérique. Il y a la question de la conservation des contenus en termes d'archivage, et puis aussi voilà, les outils numériques qui deviennent obsolètes et ils vieillissent. Et puis alors comment on fait pour garder le contenu, comment on fait pour réactualiser ces choses-là. Si on veut archiver ces outils ou ces projets, il faut un coffre-fort numérique au sein de nos administrations. Enfin voilà, ça pose tout plein de questions. La question de l'éco-responsabilité, bien évidemment, qui a été largement mentionnée hier. Les critères d'évaluation et de réussite aussi, on aurait bien aimé pouvoir en appliquer ou en tout cas en introduire. On n'a pas du tout eu le temps. Et puis on se rend compte qu'en fait il faut beaucoup, beaucoup de temps. Par exemple pour le smartphone, il faudra plusieurs années, plusieurs classes, plusieurs mois d'utilisation pour pouvoir recalibrer et pouvoir vraiment faire une évaluation sur le projet. Et puis finalement la sécurité des données, bien évidemment, notamment dans les dispositifs participatifs. Et puis ça ouvre plus largement sur les questions de droit, parce que de nouveau pour RAMU, il y a énormément de choses qui sont libres de droit, même si ce n'est pas la totalité, mais la question se pose pour des projets où ce n'est pas le cas. Donc voilà, c'est allé très très vite, mais je suis à disposition si vous avez des questions, si vous voulez en parler. Et puis je passe la parole à Delphine pour conclure sur ce cas d'étude. Merci. Merci. Donc voilà, juste pour conclure notre retour d'expérience de 9 mois, quelques mots au niveau de l'institution, ce que ça peut impliquer en amont et en aval, et puis un peu les prises de conscience dont on est conscient aujourd'hui, justement. Donc vraiment, pour reprendre ce qu'a dit Stéphanie, c'est très important que le projet
numérique, quel qu'il soit en phase, soit aligné avec votre plan scientifique et culturel, avec la stratégie de l'institution. De la même manière, quand on pense projet d'exposition, projet de médiation, projet de publication, on a ce réflexe au niveau de notre ADN, notre manière de fonctionner. Le projet numérique, quel qu'il soit, quelle que soit sa taille, doit absolument ressortir avec une intention claire. Il doit porter nos valeurs, il doit porter les problématiques scientifiques et les intentions de l'institution. Il doit aussi être en phase avec ce qui va être les stratégies affiliées à la stratégie globale sur la médiation, la communication. Et puis on doit avoir des visions très simples aussi pour l'exploitation, la logistique. Donc vraiment en amont de le traiter comme on ferait un projet d'exposition, quelle que soit sa taille. Nous, on n'a pas ressenti le besoin, après ces 9 mois, de poser une stratégie numérique sur l'institution. On en a parlé hier. Pour nous, c'est vraiment, on a une stratégie globale, des stratégies qui sont affiliées, que pour la médiation ou la conservation, par exemple. Et le numérique reste finalement un outil, un moyen d'accomplir nos objectifs et de remplir notre mission de base. Et finalement, rien d'autre. On aura comme a dit Stéphanie, des méthodes de projet, des méthodes de gestion de projet, des feuilles de route, des bonnes pratiques, des choses qu'on évitera de refaire la prochaine fois, mais en aucun cas une stratégie spécifique au numérique, car il y a dans chaque stratégie des objets très très différents. La communication, la médiation ou la conservation, ce qui prime, c'est les intentions qui sont tout en amont au niveau du plan scientifique et culturel. L'autre point qui nous a paru très important, c'est d'acquérir des expériences. Là, on a eu la chance immense de pouvoir faire ce gros projet. On verra à quel coût et comment est-ce qu'on peut arriver pour la suite. Mais on manquait cruellement d'expérience. On a trouvé peu de personnes avec qui échanger pour avoir ce partage d'expérience. Donc pour nous, ces 2 journées sont très importantes. On aimerait pouvoir les reconduire, si possible, chaque année pour se rencontrer entre professionnels de la culture et des musées, parce qu'on va gagner beaucoup en partageant nos retours d'expérience, nos échecs et aussi nos réussites. Et on a besoin de cette accumulation pour arriver au même stade que pour les autres projets. Nous, on avait vraiment la compétence de monter des gros projets d'exposition au sein du musée. Et finalement, on s'est trouvé quand même relativement démunis devant un projet de l'ampleur du smartphone de Ramu. Donc pour dire que ça aussi, ça va prendre du temps dans les institutions. Si on partage, on en gagnera beaucoup. Surtout qu'on verra les moyens engagés. On ne peut pas aligner 10, 15, 20 projets comme ça dans une institution pour l'avoir dans le temps d'une équipe. Ce qui est vraiment très important là au niveau de la direction de l'institution, c'est la capacité à lire clairement un objet numérique, à comprendre ce qu'on fait. Là, il y a vraiment clairement eu, de ma part, en tant que responsable de l'institution, on a sous-estimé l'aventure dans laquelle on s'est embarqué, dans laquelle toute l'institution s'est embarquée, alors qu'on avait des conditions très confortables, l'ouverture d'un musée, un fonds de transformation, mais ne connaissant pas les phases de développement, pour moi, c'était complètement abstrait. Et c'est des choses qu'on se rend compte aujourd'hui que ce qu'il faut pour aboutir au projet. C'est important de les avoir pour envisager le choix de l'outil, pour savoir comment envisager l'exploitation. Ça va être aussi des choses très importantes pour chercher les budgets, la recherche de fonds, la rentabilisation des projets. Un point très important pour moi, ça va être d'avoir ces compétences, ces connaissances pour expliquer à la fois à nos subventionneurs, à nos autorités de tutelle, à pouvoir répondre aux politiques en cas de sollicitation de créer des objets numériques ou de demande de stratégie numérique ou d'autres demandes, et d'arriver de la même manière qu'on est capable pour tous les autres domaines d'activité d'expliquer, de défendre nos choix, de se justifier. C'est aussi très important vis-à-vis des équipes de ne pas les embarquer n'importe où. Et là, je remercie mon équipe qui a vraiment joué le jeu, malgré ce que ça a pu nous coûter à l'interne. On sera ravis du résultat, mais il faut être très conscient dans quoi on avance. Ici, on a vraiment eu un projet magnifique, beaucoup d'opportunités, comme je le disais. Merci à tous les partenaires, mais c'est vrai qu'on se rend compte... Je dois appuyer sur une flèche. Hop. Voilà ce qu'on disait, l'intention claire au départ, la capacité d'analyse, et puis la mise en service. Ce projet, maintenant, c'est à nous, en tant qu'institution, de le faire vivre, de le rendre le plus pérenne possible, de le diffuser de la manière la plus large. Donc ça, on avait anticipé les publics au départ, mais... Le constat, il est relativement simple. On est parti dans un projet qui était vraiment beaucoup trop cher et trop chronophage pour un musée comme le nôtre. Ça, c'est le premier acquis d'expérience. Et pour le prochain projet numérique, si on se relance, on aura justement ces grilles d'analyse plus claires. Voilà, comme Stéphanie, je suis à disposition pour en parler avec vous après. Puis je vous remercie de votre intention.
Merci beaucoup.